c'était clair. Il fallait que je prenne ma santé en main. Trop d'indices, de recoupements, de soi-disant coïncidences, mais toujours aucune identification ni aucune preuve. Les analyses, ça suffit pas. Léna, ma copine de la brigade de dépistage, veut en avoir le cœur net. Elle m'envoie chez un de ses collègues qu'elle avait fréquenté sur les bancs de la fac. Un ex peut-être, le comble. Le détective radiologue, c'est vous? Et vous? Vous êtes qui? Moi, je suis un patient. Je crois que j'ai un suspect. Qui vous envoie? Léna, la commissaire médecin. Ok. Quelle est la question? Comment ça, quelle est la question? La question. La question, c'est le mandat de perquisition par l'image. Pas de question, pas d'enquête. C'est pour répondre à la question que je choisis le protocole d'acquisition par l'image. Vous allez voir. Au début de l'imagerie, Hippocrate n'avait que ses yeux, son nez et ses doigts. 1900, Marie Curie, la radio. Pour les os. « 1960. Pourquoi se contenter d'un seul détecteur? On en met 128. C'est le scanner, la tomodensitométrie. On découpe les organes en tranches. 1970, on découvre qu'on peut exciter le proton de l'hydrogène. C'est l'IRM. Attention, qui dit hydrogène dit H2O, donc eau. Et qui dit eau dit tissu. Vous êtes en train de me perdre là, toute cette excitation, inversion. Moi, j'ai besoin d'être rephasé. Ne vous inquiétez pas. Pour vous rassurer, on va vous mettre sur écoute avec les ultrasons de l'échographie. Alors, cette question, vous m'avez toujours pas répondu? Ça me gêne. C'est un peu intime, voire limite vexant. Ah, ok. J'ai compris. Le toucher. Léna vous l'a fait. Mais non, pas le toucher. Les indices disent que j'ai une boule. Une seule? Mais oui, une seule. Là. Ah. Alors. Main en l'air. Masse nodulaire bouliforme. On va faire une mammographie. Une mammographie? Ouais. Vous entrez là. Maintenant, tout de suite? Allez. Et déshabillez-vous. J'ai pas très envie, hein, j'ai peur. Hein. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous allez me faire là? Calmez-vous, je vais vous expliquer. On va vous faire une échographie. C'est bon, vous pouvez sortir, personne ne vous verra. Bon, j'ai une bonne et une bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est que la boule d'en haut, c'est pas cancéreux. Mais ça implique qu'on doive faire des examens complémentaires aux boules d'en bas. Et pour ça, la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous allez tester notre nouvelle machine dernier cri. On va vous faire une écho testiculaire, suivie d'une IRM. Vous dites ça parce que j'ai les tissus mous, c'est ça? Quoique IRM, moi ça me va. Parce que motodensitométro, machin, j'arrivais pas à le prononcer. IRM, oui. Ça vous va ça? Oui. Ne bougez plus. Ok, vous pouvez vous rhabiller. Attention, je vais examiner la scène de crime. On l'a, votre lascar. On l'a logé. Tenez, ça, c'est pour Léna. Elle saura quoi en faire. Il y a tout là-dedans. Son adresse exacte, son quartier, ses habitudes. Il n'y a pas le nom. Ça, c'est le travail des anapathes. Soit on lance les cow-boys du raid, les chirurgiens. Soit on envoie le groupe de radio-intervention. Vous avez bien fait de vous dépêcher. Il est petit et il dort encore. Il sera facile à serrer. Merci, détective. Merci. Super boulot.
Toi, mon gaillard, tu vas prendre cher. T'es pas prêt de récidiver. Bonjour à tous, vous venez de visionner un mini-reportage fictif tourné avec Sébastien et Philippe, deux comédiens, qui retracent le parcours de la détection d'un cancer au travers différents examens d'imagerie. Cette mise en scène nous permet d'avoir un regard décalé sur les propos scientifiques, comme on aime bien le faire à Brio, Bordeaux Recherche Intégrée en oncologie. J'accueille maintenant nos trois invités de ce jour qui vont pouvoir confronter leur point de vue autour de cet épisode La preuve en images de notre mini-série Images et cancer, une enquête en série. Donc j'accueille aujourd'hui Gérard Conté. Bonjour Gérard. Bonjour. Donc vous êtes un ex-patient soigné pour un cancer du rein et vous allez pouvoir nous parler de votre témoignage vécu de l'intérieur. À vos côtés, Foucault Chamings. Donc bonjour Foucault. Bonjour. Donc vous êtes radiologue à l'Institut Bergonié spécialisé en imagerie du sein. Et Olivier Saut. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc vous êtes mathématicien et chercheur au CNRS. Donc merci à tous les trois d'être présents. Je me tourne d'abord vers vous Foucault, parce que l'idée et l'analogie de finalement le radiologue et détective vient d'un échange qu'on a pu avoir avec vous. Et donc j'aurais aimé savoir pourquoi cette analogie et pourquoi est-ce qu'on peut dire que le métier du radiologue se rapproche de celui d'un détective. C'est vrai que c'est comme ça qu'on en avait discuté. Le métier de radiologue, c'est un métier qui n'est pas toujours très bien connu. Et c'est vrai que dans notre pratique quotidienne, on peut faire cette analogie avec finalement le travail d'enquêteur. Hein. On dit souvent aux jeunes qui arrivent dans notre métier que nous, on fait un peu Sherlock Holmes. C'est-à-dire qu'au départ, on part avec une question ou un suspect, notamment en imagerie mammaire. Voilà, on cherche une anomalie, donc voilà, le coupable, entre guillemets. Et puis on va chercher finalement des indices que vont nous apporter nos différentes techniques d'imagerie. Alors quelles sont-elles justement ces différentes techniques d'imagerie ? Alors ça dépend évidemment de la zone que l'on veut explorer. Elle repose sur différentes techniques physiques, hein, donc on l'a entendu dans le film, les ultrasons, les rayons X, ou bien le magnétisme avec l'IRM. Donc en imagerie du sein dans lequel je suis, on utilise la mammographie qui repose sur les rayons X, l'échographie qui repose sur les ultrasons, et donc l'IRM, le magnétisme avec l'IRM. En imagerie en général, on utilise aussi beaucoup le scanner qui repose aussi sur les rayons X. Et donc on accumule en fait les informations qui viennent de ces différentes techniques qu'on va choisir en fonction de ce qu'on cherche, et on va essayer de détecter, et puis quand on a trouvé quelque chose, de caractériser, c'est-à-dire d'évaluer si c'est suspect ou pas. Voilà, et un peu après orienter finalement la prise en charge en fonction de l'ensemble de ces éléments. Et donc c'est le radiologue qui choisit l'examen qui va le faire passer au patient en première instance. Le collègue clinicien, c'est-à-dire le médecin traitant ou bien l'oncologue dans certains cas, pose une question clinique et nous on va déterminer les outils qu'on va utiliser pour essayer de répondre à cette question. D'accord. Et qu'est-ce que vous trouvez comme information finalement dans les images ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Est-ce que vous cherchez une masse ? Est-ce que vous cherchez l'activité de ce que vous... Qu'est-ce que l'image vous donne comme information ? Alors ça dépend des techniques qu'on utilise. En imagerie du sein, donc la technique de base c'est la mammographie. Et donc là on cherche différents types d'anomalies. Ça peut être des masses effectivement, ça peut être des calcifications, ça peut être des distorsions de l'architecture. Voilà, il y a tout un tas d'anomalies qu'on va essayer de détecter. Et quand on les a détectées, on va essayer de les caractériser, d'évaluer si elles sont très suspectes, pas du tout suspectes, et voir ensuite ce qu'on va proposer pour aller plus loin. Et vous les caractérisez à l'œil nu ou grâce à des séries de calculs, des logiciels de calcul ? Alors, principalement à l'œil nu, mais effectivement, il existe aussi des outils aujourd'hui informatiques qui peuvent nous aider, qui peuvent donner des informations complémentaires, qui peuvent nous aider à détecter des choses que l'on n'aurait pas vues. Et aujourd'hui, de plus en plus, se développent des outils de caractérisation donc qui vont nous aider à essayer d'évaluer de façon un peu plus fine si l'anomalie est suspecte ou pas. On peut aussi avoir aujourd'hui des informations sur le pronostic. On peut essayer d'évaluer si un cancer qui a été confirmé est plus ou moins agressif. Voilà. D'accord. Justement, c'est une bonne transition avec Olivier. Donc, vous êtes chercheur et mathématicien. Vous utilisez des images d'imagerie dans vos travaux de recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Pourquoi ?
Alors moi, ce que j'essaie de faire, c'est de quantifier l'imagerie, en fait, d'apporter une aide à l'analyse de l'image qui est faite par les médecins. Donc ça peut être très simple, ça peut être suivre le volume de la tumeur au fil d'un traitement, par exemple, pour voir si ce traitement marche. Ça peut être aussi regarder si l'homogénéité de la tumeur va changer. Alors l'homogénéité de la tumeur, qu'est-ce que c'est ? Si on regarde les niveaux de gris de la tumeur, ça peut être est-ce qu'ils sont tous de la même couleur essentiellement, ou est-ce qu'au contraire il y a des zones qui sont plus contrastées que d'autres, qui sont plus sombres que d'autres, qui peut indiquer des comportements biologiques différents, et une réponse du traitement qui serait différente. Et l'idée, c'est de fournir tout ça aux médecins, aux radiologues et puis aux cliniciens pour leur permettre de mieux travailler avec un peu plus d'informations issues de l'image. D'accord. Mais là, c'est encore un projet de recherche ou ça se fait déjà actuellement Alors, c'est plutôt de la recherche, donc c'est des techniques qu'on dit d'imagerie et d'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire qu'on va prendre une cohorte de patients qui ont toute un peu la pathologie qu'on étudie, pour lesquels on a la réponse à la question qu'on veut poser. Et puis à partir de ça, on construit des algorithmes qui vont nous dire, à partir par exemple du début de la chimiothérapie d'un patient, de savoir si on peut prédire s'il va bien répondre ou pas pour éventuellement ajuster le traitement, ou alors il y a quelque chose qui peut être très long pour les médecins, ça va être de contourer finement la tumeur, parce que quand on veut par exemple planifier une radiothérapie, c'est quelque chose qu'il faut. Et donc on essaie de développer des algorithmes qui vont faire gagner du temps aux médecins en leur apportant un contour préliminaire qu'ils auront juste à valider. Donc le temps qu'ils ne passeront pas à faire cette tâche fastidieuse, ils pourront par exemple le passer devant les patients. Donc actuellement, ça veut dire que le radiologue, donc peut-être vous Foucault ou vos collègues, contourent la tumeur pour la délimiter, pour ensuite pouvoir soigner. Et là actuellement, vous Olivier, vous essayez de faire ça à une machine, justement, qu'elle repère elle-même la tumeur dans l'image qu'on lui donne, c'est ça ? Alors ils n'ont pas forcément le temps de le faire, justement, parce qu'ils ont un temps très contraint. Donc, et du coup, c'est une information quantitative qu'ils n'ont pas forcément. Je parlais du volume, ça peut être ça, comment le volume évolue sous le traitement. Et donc c'est une information qu'on va leur donner en plus, sans leur demander plus de travail. Donc c'est exactement ce qu'on essaie de faire, c'est de les aider, de leur apporter plus d'informations sans changer leur pratique clinique. D'accord. Donc ça veut dire qu'un jour, peut-être, ça les aidera plus précisément à diagnostiquer un cancer et à le savoir exactement de quoi il s'agit plus rapidement, peut-être. Ça leur donne plus d'informations. On a vu qu'il y a plusieurs modalités d'imagerie. Des fois, on va utiliser plusieurs examens médicaux pour analyser une tumeur. Ça permet de tout intégrer, parce qu'on sait que l'esprit humain, des fois, il a un peu de difficulté à tout intégrer. Ça permet aussi, ça peut être intéressant pour l'entraînement, puisque l'expertise radiologue, elle va se développer au fil du temps. Et nous, on peut apporter une petite quantification qui est indépendante du praticien. Donc ça, on peut imaginer qu'au début de la carrière d'un radiologue, un algorithme va un petit peu l'aider à aller plus vite vers les cas difficiles, sur les cas problématiques. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, la machine remplacera le radiologue ? Est-ce que l'ordinateur prendra la place du radiologue, finalement ? Alors ça, il y a des gens qui le disent, mais moi, je ne crois pas du tout. Je pense que ce qu'on essaie vraiment de faire, alors il y a une analogie qui est un peu bateau, c'est l'analogie du vélo. Je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est un peu de donner des vélos aux radiologues pour qu'ils aillent plus loin et plus vite. Mais in fine, c'est toujours eux qui pédalent. Donc le geste médical, le diagnostic, l'évaluation du suivi, c'est eux qui le feront. Simplement, on va les aider en leur donnant plus d'informations. Foucault, vous avez peut-être une réaction par rapport à cette image du vélo, justement, qui vous aide à aller plus vite ? C'est tout à fait ça. C'est vrai que ça a pu inquiéter pas mal les radiologues à un certain moment, de se dire que tous ces logiciels allaient potentiellement venir les remplacer et qu'on allait tous perdre notre travail. En fait, le rôle du radiologue ne se limite pas à ça du tout. Il ne se limite pas à juste détecter une anomalie ou même de la caractériser. Ça s'inscrit dans une prise en charge globale qui passe souvent par l'examen clinique du patient, notamment en imagerie du sein. On a beaucoup de relations avec les patients. Ça passe par la relation avec nos collègues cliniciens, médecins traitants, qui est une relation complexe, qui sera difficile à remplacer par de l'intelligence artificielle. Donc voilà, on a un métier qui est très complet et moi je vois ça plutôt positivement, puisque je me dis qu'effectivement des tâches très répétitives pourront être remplacées ou aidées par ces logiciels, et ça nous permettra de concentrer notre énergie sur des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'humain. Voilà, donc le travail multidisciplinaire avec plusieurs collègues, et puis le temps de la qualité de la relation au patient qui nous paraît fondamental dans la qualité des prises en charge. Tout à fait, et je pense que pour parler de la relation médecin-patient, Gérard, vous allez pouvoir nous apporter votre témoignage sur comment est-ce que votre diagnostic de cancer a été effectué, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment vous avez perçu le discours du radiologue et surtout le diagnostic de cette tumeur. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter Suite à mon hypertension, le cardiologue m'avait orienté vers un scanner des glandes surrénales.
Donc je suis allé faire ce scanner, ils ont découvert, enfin le radiologue à la sortie a dit que j'avais quelque chose sur mon rein, qu'il fallait que j'aille voir un urologue. Et là je suis parti un peu avec un papier entre les mains qui était du chinois pour moi, parce que bon, je ne comprenais pas quelques phrases, mais je ne comprenais pas tout. Il me semblait que pour moi, ça aurait peut-être pu être écrit, peut-être pas cancer, mais quelque chose qui m'oriente vers me dire que j'ai quelque chose d'un peu plus grave. Donc il m'a fallu aller voir un urologue, et c'est l'urologue qui lui a mis d'emblée dire ok, vous avez un cancer du rein. Voilà. Alors Foucault, pourquoi est-ce que le radiologue, au moment où il a finalement vu quelque chose sur l'image de Gérard, a dit c'est quelque chose, mais bon voilà, pourquoi est-ce que ce flou finalement? Alors, c'est une question assez complexe, avec on peut l'aborder de plusieurs façons, mais c'est vrai que sur l'image, on a des suspicions, on a des éléments, mais c'est rarement définitif. C'est-à-dire que d'abord, il faut du temps, parfois, pour bien prendre le temps de regarder les images. C'est vrai que quand les patients sont là, on n'a pas forcément tout intégré, et donc dire des choses, après ça se révèle être faux, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Donc on aime bien avoir du temps pour bien regarder les images. Et puis ensuite, voilà, l'information, elle n'est pas intégralement dans l'image. Voilà, on n'arrive pas toujours à poser un diagnostic. Il y a des fois où c'est le cas, mais des fois où ce n'est pas le cas. Et on a besoin d'aller plus loin. Donc par exemple, de faire un prélèvement, une biopsie qui va nous confirmer une suspicion, voilà, ou l'infirmer. Voilà, éventuellement d'autres examens complémentaires qui peuvent être d'autres examens d'imagerie ou bien des examens biologiques. Voilà. Et puis ça peut être aussi important que, en fonction des situations, l'annonce ou l'information soit donnée par le médecin clinicien, qui est celui qui va proposer aussi le traitement. Ça peut être important d'avoir une information au moment où la perspective du traitement est aussi proposée. Et c'est vrai que le radiologue, comme ce n'est pas son métier, s'il donne une information qui n'est pas tout à fait précise, qui potentiellement peut évoluer dans le temps et qu'il n'a pas forcément de proposition immédiate de traitement, ça peut être délicat. C'est pour ça qu'il y a ce temps souvent de maturation avant qu'un diagnostic définitif soit proposé. Ouais. Par contre, je veux répondre sur le temps long. Au début, quand j'ai attendu la salle d'attente une fois le scanner fait, quand on n'a rien, on a rapidement le compte rendu. Là, j'ai eu demi-heure d'attente. Dans la tête, ça a commencé à gamberger. Et une heure d'attente, ça a été encore un peu long. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et c'est pour ça qu'on regarde la feuille pour se demander ce qui se passe. Oui, c'est le fait finalement de ne pas faire un examen habituel. Où voilà, quand on le fait habituel, c'est très court, ouais. Il me semble. Et quand il y a quelque chose, la durée est plus importante. Et dans la tête, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus énorme. C'est vrai que ce problème de l'attente, c'est un problème. Alors parfois, on fait attendre les gens même s'il n'y a rien. Ça nous arrive souvent, nous. Donc c'est vrai que ça les inquiète souvent beaucoup. C'est des problèmes parfois organisationnels. C'est vrai qu'il y a souvent ces temps en fonction de l'organisation. On n'a pas toujours le temps de communiquer de façon efficace. Mais ça, c'est un vrai sujet pour nous autres radiologues, de savoir comment délivrer l'information de façon ajustée, ni trop peu. À quel moment, dans quelles conditions. On n'a pas toujours les lieux aussi adaptés pour pouvoir communiquer au calme. On n'a pas de salles forcément qui sont dédiées pour ça. Oui, ça s'est fait dans le couloir. Voilà, ça fait partie des... Ça s'est fait dans le couloir. Voilà, alors parfois ça se fait dans le couloir et on se rend bien compte que c'est inadapté. Voilà, c'est une vraie question aujourd'hui qu'on se pose de plus en plus et on se rend bien compte que c'est difficile d'avoir les conditions vraiment optimales pour délivrer une information de qualité. Déjà, c'est difficile de délivrer une information avec toute l'incertitude qu'il y a autour. Et en plus, les conditions ne sont pas forcément aujourd'hui conçues, voulues, voulues si, mais en tout cas organisées pour que cette information se fasse dans les meilleures conditions. Et justement, quand vous délivrez l'information, est-ce que vous montrez les images aux patients? Est-ce que vous lui expliquez sur un écran ce qu'on voit ou pas du tout? Ou si vous montrez l'image, qu'est-ce que vous montrez? Sur quoi vous focalisez finalement l'information aux patients? Ça dépend beaucoup, je pense, de la partie de l'organe qu'on explore, parce que là, les radiologues ont tous des métiers un petit peu différents en fonction de la zone qu'on explore. Nous, en imagerie du sein, on va dire qu'on préinforme les patients quand on voit une anomalie qui est extrêmement suspecte. C'est vrai qu'on le dit même quand on n'a pas encore le résultat. Et on se dit que ce temps, d'ailleurs, de maturation entre l'information orale et le diagnostic définitif peut être un temps qui peut être bénéfique pour la patiente, pour s'approprier finalement ce diagnostic qu'on va lui donner quelques jours plus tard.
Vous lui dites quoi? Qu'il y a une masse, quelque chose? Oui, alors on leur dit qu'il y a une anomalie, effectivement. Alors on essaie de pondérer le discours, en fonction du degré de suspicion qu'on a, et puis en fonction aussi de l'attente du patient. Alors il y a des gens qui veulent savoir avec des mots très précis, qui sont très demandeurs de dire voilà, docteur, est-ce que j'ai un cancer? C'est très clair. Et puis d'autres, pas du tout. C'est-à-dire quand on aborde un peu, voilà, il y a une anomalie, on sent qu'ils ne veulent pas du tout rentrer dans cette discussion. Donc on essaye d'ajuster un petit peu le discours avec tout ça. C'est vrai que nous, on essaye de parler pas mal et d'informer du mieux qu'on peut, mais c'est toujours difficile d'ajuster. Et montrer les images, alors on le fait assez peu, d'abord parce que c'est souvent assez complexe à apercevoir quand on n'est pas habitué, et quand c'est pas complexe, c'est souvent assez très évident, on va dire, et c'est pas forcément positif pour quelqu'un de voir tout de suite d'emblée quelque chose de suspect. Ça peut être un peu brutal, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait forcément naturellement de montrer une anomalie, en particulier quand elle est très suspecte. Donc justement, Gérard, peut-être, qu'est-ce que vous aviez en tête comme image, vous, quand on vous a annoncé justement cette tumeur au rein? À quoi vous avez pensé? D'abord, quand on vous annonce la tumeur, tu meurs. Ça, c'est... Et ensuite, l'image que j'avais, c'était dans ma tête, c'était quelque chose d'énorme. Et je ne savais pas dire que c'était une tumeur. Pour moi, c'était énorme. Et donc, avant l'opération, j'ai cru comprendre que vous aviez pu voir votre tumeur presque en vrai. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objet qui est présent aujourd'hui? Ça, c'est dans mon rein, avec la tumeur. Et quand la personne me l'a présenté, j'ai cru qu'il avait dans la main un objet pour lui qui... Peut-être que lui déstressait par rapport à moi, je ne savais rien, mais bon, il avait quelque chose dans la main. Et après, il a commencé à me dire, voilà l'opération que vous allez avoir, on va vous enlever. Et là, j'ai les yeux qui se sont écartés comme ça, parce que de voir en réalité son rein, sa tumeur, déjà, elle était moins grosse que je pensais. Ça, c'était important pour moi. Puis je me suis dit, oui, c'est pas si gros que ça. Ensuite, il m'a présenté les vaisseaux, par là où passe l'urine. Et il m'a expliqué comment ils allaient découper tout le tour par laser, par robotique. Ils allaient enlever la tumeur. Et une fois que j'ai eu cette information-là, parce qu'on m'avait présenté plein de petites autres choses avant, j'étais focalisé sur mon rein. Je me suis dit, bon, entre guillemets, c'est grave, mais c'est moins grave que je me l'imaginais au départ. Donc je suis parti vers le lendemain, vers l'opération. Je pense que j'étais détendu. Je ne sais pas si on m'avait donné quelque chose avant, je suppose. Mais j'étais parti détendu parce que je savais ce qu'on allait me faire. Et j'ai passé dans le couloir, j'étais tranquille. Et je pense que l'opération, pour moi, elle n'était pas bénigne, parce que c'était pas bénin, mais ça allait. Je me sentais bien à ce niveau-là, parce que je l'avais vu en réalité. Ouais. Donc ça, ce que vous montre Gérard aujourd'hui, c'est l'objet d'un projet de recherche que mène Jean-Christophe Bernard, un chirurgien du CHU de Bordeaux. Et donc, en partenariat avec l'IUT, ils impriment en 3D les reins des patients qu'ils opèrent avec leur technologie. Et quand j'ai vu le chirurgien, quand je l'ai revu après l'opération, je lui ai surtout dit, je vais le dire avec mes mots à moi, c'est mieux qu'un cacheton. Ça veut dire que c'est mieux qu'un cachet pour se détendre. Et le fait de le voir, ça met plus à l'aise et beaucoup plus détendu pour ça. Voilà. D'accord. Vous avez peut-être aussi facilement pu expliquer à votre famille aussi ça, et puis même pour nous. Pour nous, on voit en réalité dans notre corps, il y a une tumeur, mais bon, on ne sait pas de quel volume elle a. Mais quand on la voit en réalité, et entre guillemets, quand on la touche, c'est autre chose. C'est autre chose. Qu'est-ce que ça vous évoque, Olivier Foucault, quand vous voyez justement cet objet devant vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je trouve ça très bien, mais là, notamment là, pour ça, j'imagine qu'il faut déterminer là, exactement où est la tumeur, où sont les vaisseaux, etc. Donc, typiquement, c'est le genre de recherche qu'on fait nous, ça peut aider à ça aussi. Donc, je trouve que c'est très pertinent. Tout ce qui peut aider à l'information et à une meilleure prise en charge des patients, c'est évident que c'est... Oui, parce qu'on imagine que pour pouvoir imprimer cette chose en 3D, il a fallu faire plein d'images avant, recouper plein de choses. Oui. Et Foucault, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça très, très intéressant. Alors, la qualité de l'information, c'est ce qu'on se dit en tant que radiologue, c'est finalement un peu notre impact dans la prise en charge des patientes. C'est que si on donne une information de qualité au début de la maladie,
on est convaincu, et c'est ça qui nous motive, qui nous anime, que ça va changer la façon dont les gens vont vivre leur maladie. Donc c'est vrai qu'on a la chance à l'Institut Bergonié où je travaille d'avoir des conditions d'information et d'annonce qui sont là optimales, enfin améliorées en tout cas. Et c'est vrai qu'on y accorde beaucoup d'importance. Donc c'est vrai que toutes les solutions qui permettent aux patients de vivre du mieux possible l'annonce de sa maladie, c'est extrêmement positif. Donc ça, c'est des très bonnes pistes qui peuvent être extrêmement intéressantes. Alors peut-être que ça peut dépendre aussi un peu de la situation quand même. C'est-à-dire que là, finalement, c'est très localisé, c'est guérissable, c'est plus facile de le montrer que dans certaines situations qui sont peut-être un peu moins favorables. Où là, ça peut être un peu impressionnant parfois. Et là, là aussi, il faudra sans doute mesurer un petit peu ce qu'on montre et à qui. Oui. J'imagine que dans le cas de métastase, par exemple, là où en imagerie, on a des choses qui sont parfois moins localisées, avec des pronostics qui sont un peu plus compliqués. En fonction aussi de la personnalité du patient, certaines personnalités vont voir très favorablement le fait de voir leur maladie. D'autres, au contraire, ne souhaitent pas du tout. Donc, j'imagine. Donc, ça peut-être c'est ce que va montrer aussi cette recherche. C'est à qui, dans quelles conditions, comment, par qui aussi. Parce qu'il faut aussi quelqu'un qui puisse expliquer ce qu'on va faire exactement. Donc, un spécialiste, et que ce ne soit pas quelque chose qui soit un peu proposé de façon trop légère, où on pourrait avoir aussi un impact sur on va dire la psychologie du patient qui pourrait être délétère. Donc, il faut approcher ça avec beaucoup de prudence. Oui, la place du médecin qui explique exactement ce que c'est que cet objet, c'est hyper important. Voilà. Tout à fait. Et est-ce que finalement, la taille de la tumeur que l'on voit sur cet objet, est-ce que la taille est un critère déterminant dans la gravité et la sévérité de la maladie, ou finalement ça se joue sur d'autres critères? Ça dépend des organes en fait, et ça dépend du type de tumeur. Alors c'est vrai qu'en général, il vaut mieux être petit que grand. Le pronostic, la taille en général, c'est un facteur pronostic important dans la plupart des cancers. Pour le cancer du sein, par exemple, on sait que la taille est importante, mais il n'y a pas que la taille. Donc, il y a certains cancers qui peuvent être, par exemple, très peu agressifs, dont on sait que même avec une taille importante, on va pouvoir les traiter de façon efficace. D'autres cancers vont être petits d'aspect, mais vont être beaucoup plus compliqués à traiter. Donc, c'est important, mais pas que. Est-ce que justement, dans vos projets de recherche, Olivier, quand vous parlez d'hétérogénéité de la tumeur et des constitutions biologiques de la tumeur, est-ce que l'ordinateur s'entraîne aussi à reconnaître justement ces facteurs Tout à fait. En plus, on sait qu'il y a des cancers qui sont plutôt invasifs, donc il va y avoir un corps central de la tumeur qui va être très solide, qu'on va bien voir, et puis il va y avoir des cellules cancéreuses infiltrées un peu autour. Donc infiltrées, ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne les voit pas forcément sur l'imagerie, mais on sait qu'elles sont là, donc c'est pour ça qu'en général on prévoit des marges de traitement un peu plus larges, mais tout ce qui peut aider à quantifier cette extension un peu invisible du cancer, c'est aussi quelque chose d'essentiel. D'accord. Souvent, on se dit que ces logiciels-là, ils permettent d'avoir des informations qui ne sont pas accessibles à l'œil nu. C'est-à-dire que nous, on voit des choses, mais on ne voit pas tout. Dans l'image, il y a sans doute beaucoup plus d'informations que ce qu'on est capable de voir. Et finalement, ces outils, elles vont chercher ces informations et elles vont pouvoir nous dire, je vous donne un élément sur l'agressivité de la tumeur, sur la façon dont elle va se répandre, etc., de la façon dont les traitements vont être ou pas efficaces, et qui ne sont pas accessibles à nos yeux. Donc c'est vraiment des compléments qui peuvent être à terme extrêmement intéressants. Bien, merci beaucoup à tous les trois pour toutes vos informations, tout cet échange qu'on a pu avoir ensemble. Une fois la tumeur enlevée, elle va partir après dans un laboratoire, donc la tumeur ou la biopsie enlevée va partir en laboratoire pour être analysée, pour voir les cellules et confirmer ou infirmer le diagnostic qui a pu être posé lors de l'imagerie. Mais on verra ça lors de l'épisode 2, donc je vous dis à bientôt.